Peut-être quand même vous présenter le cadre de cette journée, de cette soirée plutôt, pardon. L'objectif, dans un premier temps, ça va être d'informer. Ensuite, dans un second temps, de se dire, tiens, avec toute l'information qu'on a reçue, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la questionne, et de toutes ces questions, essayer de retirer des pistes d'action. Lors du Démocraquois 2, on avait notamment parlé de lancer une pétition et de lancer un peu de mobilisation autour d'une réforme de la Constitution qui offrirait de nouveaux droits aux citoyens. Et donc c'est une action qui s'est faite avec toute une plateforme d'acteurs du renouveau démocratique. Donc voilà. On espère aussi que vont sortir des choses très concrètes de cette soirée. Peut-être vous le savez, Agora ne se représente pas au niveau régional aux élections, il se représente au niveau fédéral. Il y a des gens encore plus fous que nous. La dernière année a été consacrée principalement à vouloir laisser une trace. Et cette trace, elle va se concrétiser sous différentes formes. On sort un guide des assemblées citoyennes. C'est un résumé, si on peut dire, de tout... Non, pas... Oui, c'est un résumé de l'expérience de Agora dans son organisation des assemblées citoyennes, de comment on a fait dans des réalités très pratiques et de nouveau en partant de questions que vous pourriez vous poser. Et vis-à-vis de ces questions, de se dire, tiens, voilà, l'organisation, comment fait-on pour que mon organisation inspire confiance? Communication, l'organisation crée-t-elle de la confiance grâce à une communication compréhensible, transparente et personnalisée? Et on vous donne toute une série de trucs, d'astuces pour vous lancer. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment de vous inviter d'abord à vous poser des bonnes questions, avant de se lancer dans ce genre de choses et déjà de vous donner quelques pistes. Et on espère que ça va trouver encore un autre développement grâce à ce qu'on a appelé un Do Agora Yourself, qui est là vraiment un retour d'expérience beaucoup plus long, qui prendra un format plus large que cela, mais voilà, on va voir si les énergies sont encore suffisantes. Et donc, je vais inviter Monsieur Soyer à venir introduire la soirée. Il sera suivi de Madame Bourgault. Monsieur Soyer, on l'a invité pourquoi? Parce que, notamment, il a écrit ceci, qui est une thèse qu'il a présentée il y a maintenant 3-4 ans. Et qui mettait en avant notamment une certaine fatigue de la démocratie représentative et une série de solutions, une série de pistes, dit propositions pour réformer la démocratie belge. Vaste programme. Et aujourd'hui, on l'a plutôt invité pour vraiment introduire la soirée et nous parler plutôt de cette fatigue et de cette perte de confiance et de l'impact que pouvait avoir cette perte de confiance. Voilà, je lui cède directement la parole et après j'inviterai aussi Madame Bourgault à venir à sa suite. Bonsoir à tous et toutes. Oui, alors c'est un exercice impossible. Hein, me demander de résumer un truc comme ça en... Combien vous m'aviez dit? 10 minutes, 12 minutes 15 minutes, quelle générosité. Bref, je suppose qu'on en reparlera pendant la soirée. Je serai à votre disposition à cet égard. C'est très particulier. En principe, un chercheur en droit fait sa thèse au sortir de l'université, vers 25-30 ans, quoi. Du coup, avec cette belle thèse, il devient prof. Et puis... belle carrière et la suite. Moi, j'ai tout fait à l'envers. En fait, je ne suis pas du tout un universitaire chercheur. Je suis un praticien, je suis avocat. C'est ma profession principale. J'ai toujours fait un petit peu des cours et des TP à l'université, un peu en dilettante, parce que j'aime bien enseigner et que j'aime bien avoir des contacts avec des plus jeunes. Et un de mes vieux copains, nommé Marc Eutendal, je suppose que ça dit quelque chose à quelques-uns ici, m'a lancé un défi à 55 balais en me disant... il est temps de faire ta thèse, toi aussi. Tu as plein de trucs à dire, notamment sur le régime démocratique et autres.
Et je suis d'une génération où, je ne sais pas, je vous parle d'un temps, j'ai moins de 20 ans, quand on me fait du cap, pas cap, je suis assez joueur. Voilà. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas, dans le genre acte gratuit. Personne n'a compris à l'université comment un type qui était déjà prof, en réalité, pouvait s'amuser à faire des thèses à 60 ans. Et ça a donné ça. Et le défi, c'était que de trouver 10 propositions très, très, très concrètes. Je suis un praticien, moi, pour améliorer un système qui va dans le mur, à mon avis, avec des signes, je pèse mes mots, très, très inquiétants pour la suite de l'aventure démocratique dans notre pays, comme d'ailleurs dans d'autres. Voilà, on pourra en reparler. Le but, je crois, n'est pas de faire l'ensemble du dispositif à cet égard. Je crois que notre système électoral de représentation proportionnelle est tout à fait périmé. Je crois que la non-reconnaissance juridique des partis politiques, qui sont des hors-la-loi, en réalité, au sens premier du terme, pose question. Si vous avez envie de faire une ASBL avec 4 potes de pêcheurs d'écrevisses roses du dimanche, vous allez devoir constituer une ASBL et vous serez soumis à toute une série d'obligations et autres de contrôles, qui sont très bien, ce sont des contrôles juridiques. Un parti politique, dont on apprend que c'est quand même lui qui désigne le Premier ministre de ce pays, lui n'a aucune suggestion, aucune contrainte, aucune reconnaissance, aucun contrôle externe, ce qui pose problème. Vous savez qu'il y a une délégation de citoyens qui ont proposé un cadre juridique et financier des partis politiques. Et je ne dis pas ça parce que je suis hostile aux partis politiques, bien au contraire. Ils méritent un certain label et un certain label juridique qui seront reconnus, qu'ils seraient reconnus dans la Constitution. C'est une des propositions que je fais, afin tout simplement qu'ils aient des privilèges qui soient inhérents à une démocratie active, mais aussi des contrôles juridictionnels comme n'importe quel ASBL, encore une fois, que ce soit des pêcheurs d'écrevisses d'eau, du dimanche ou autre. Et puis alors, parce que je crois que c'est ce qui vous intéresse plus ce soir, je crois aussi que jusqu'à présent, on a toujours défini la démocratie par rapport au processus d'élection. Par définition, une démocratie, c'est les élections. Point. C'est d'ailleurs la définition qu'en donne la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'une démocratie, c'est 2 choses. C'est des élections libres et démocratiques, en ce que, d'une part, c'est le suffrage universel, et 2, c'est une compétition électorale minimale qui fait que ce n'est pas le dictateur qui se fait élire avec 99% des voix. Il est bien entendu que ça reste quelque chose d'essentiel. L'élection des représentants de la nation au suffrage universel reste, quoi que je puisse en dire, quelque chose qui est un phare absolu. Mais peut-être que dans une démocratie du XXIe siècle, ça n'est plus suffisant. Et que ce système où finalement, de démocratie représentative, où finalement l'électeur est invité tous les 5-6 ans à venir voter dans un isoloir tout seul pour donner le nom d'un candidat plutôt qu'une idée ou qu'une politique, et puis basta, il peut rentrer chez lui et on ne lui demande plus rien, ça atteint ses limites, à mon avis, et il faut qu'il y ait des démocraties plus actives, plus participatives, comme on dit aujourd'hui, c'est devenu un adjectif. Quand je parlais de démocratie participative il y a 5-6 ans déjà, tout le monde me dit c'est quoi ça? Ça prend de plus en plus quand même d'ampleur et maintenant on sait ce que c'est. De telle manière que le citoyen devrait, parce qu'il y a une fatigue démocratique dans ce pays comme dans d'autres, pouvoir peser activement sur les décisions politiques de la nation. On dit souvent que les gens, les citoyens, les jeunes surtout, sont totalement désintéressés, déconnectés de la politique, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Ils sont déconnectés du politique parce qu'il y a une perte de confiance dramatique à cet égard. Par contre, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les citoyens cherchent d'autres manières de se montrer activement, sous forme de pétition, sous forme de marche. Vous avez pratiquement un dimanche sur 2 des marches, alors que ce soit pour la justice, pour l'enseignement, pour le climat notamment, qui sont une manière de s'exprimer, ce qui pose d'ailleurs problème, parce qu'elles devraient pouvoir s'exprimer dans des cénacles juridiques avec des privilèges notamment et des effets très concrets, plus réels qu'une simple manifestation. Alors, quels sont ces procédés de démocratie directe qui sont généralement proposés? Il y en a 2, il y en a plus que 2 d'ailleurs, mais il y a 2 grandes directions. C'est d'une part les procédés de démocratie directe que sont le référendum ou la consultation populaire. Vous savez que c'est quelque chose qui revient couramment.
Contrairement à ma petite complice Anne-Emmanuelle Bourgault qui prendra la parole avec moi, je crois que c'est une très mauvaise réponse à une très bonne question. Il faut de nouveaux procédés. Mais le référendum ou la consultation populaire, c'est la même chose que l'élection. C'est quelqu'un qui va dans un isoloir, répondre par oui ou par non à une question. Je crois d'ailleurs qu'une décision politique, une loi, une ordonnance ou quoi que ce soit, ce n'est pas simplement oui ou non. Hein, ça peut être oui mais ou non quoique. Pour le moment, il y a vous avez des tests électoraux que vous pouvez jouer à la RTBF ou avec le soir, notamment pour savoir si vous êtes plus engagé, écolo, PTB ou autre. Je l'ai fait, je ne vous raconte pas le résultat. Ça m'a plongé dans une dépression en me disant comment c'est de ceux-là que je suis le plus proche. Joker. Mais aussi parce que, pour ceux qui l'ont fait, toute une série de questions, moi je ne savais pas répondre par oui ou par non. Parce que oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis oui, ça veut dire ça, alors oui, mais je veux bien ça, mais pas avec ces conséquences-là, ou en tout cas, pas toutes les conséquences. Bref, pour toute une série de choses, c'est pas simplement oui ou non. Hein, des décisions politiques, je crois que c'est un peu plus complexe que ça, surtout au public belge. Et pour ça, il y a déjà un problème. Mais de toute façon, l'électeur référendeur ou consultateur, je ne sais pas comment il faut le dire, est seul face à ce vote, et ça reste un vote. De telle manière que je crois beaucoup plus adéquat, beaucoup plus approprié de faire de la démocratie participative un peu plus loin avec, et c'est deux des propositions que je fais dans ce petit bouquin gratuit, c'est des assemblées citoyennes, composées par tirage au sort. Avantage sur le référendum, et il est substantiel à mon avis, c'est que la décision sera le fruit d'un processus délibératif. Ce n'est pas une personne devant une machine, oui ou non. Là, vous aurez, je ne sais pas moi, 60 citoyens tirés au sort. Hein, on peut rêver d'un Sénat un petit peu plus utile que celui qui existe pour le moment. Des gens viendront avec peut-être des idées, des a priori, que sais-je. Ils vont discuter, ils vont entendre l'un ou l'autre expert, ils vont surtout entendre leurs voisins, au pluriel, qui ne seront pas du même avis qu'eux. Et la décision finale sera le produit de rencontres, d'échanges, de partages, ce qui n'est absolument pas le cas des procédés référendaires. Et donc, à mon avis, c'est la chose la plus intéressante. Débat pour la suite de la soirée là-dessus. 2-3 remarques par rapport à ça. J'en ai parlé souvent avec plusieurs politiques qui me disent « Mais tu es complètement fou, on va donner comme ça le style de législateur à n'importe quel citoyen lambda qui peut être un parfait con, un facho, un machin. » Bref, ça m'a toujours un petit peu interpellé. D'abord, les assemblées tirées au sort, c'est quelque chose qui a une histoire. Et si on remonte, moi je suis un vieux latin-grec, et le berceau de notre civilisation, c'est quand même l'antique Athènes, et c'est comme ça que le Parlement constituait. Le Conseil des 500, c'était des citoyens athéniens tirés au sort. Alors je sais bien que depuis lors, il y a eu un suffrage universel, il n'y a plus d'esclaves, et les femmes et les jeunes ont le même droit de vote que les vieux patriciens de Athènes. Mais le système peut, à mon avis, être adapté au jour d'aujourd'hui. Il a connu des expériences à l'étranger, je veux bien vous parler un peu de l'Irlande à cet égard. Et surtout, c'est quelque chose qu'on connaît dans notre pays depuis très 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 longtemps, depuis l'origine d'ailleurs de l'État belge, sous la forme du jury d'assises. Et moi qui suis praticien, je ne fais pas de droit pénal, je n'ai jamais été plaidé devant un jury d'assises, mais je peux vous assurer que la perte de confiance des citoyens envers la justice, elle est tout aussi forte que les politiques, mais pas la cour d'assises. La cour d'assises garde un niveau de crédibilité dans la population, toutes les enquêtes le démontrent, qui s'explique très, très, très facilement. Pourquoi? Parce que les gens se rendent bien compte que ceux qui jugent là, c'est leur miroir, c'est eux, avec leurs qualités, les quelques très rares qualités, leurs innombrables défauts, mais on est beaucoup plus, évidemment, indulgent par rapport à son miroir que par rapport à des gens qu'on imagine inatteignables, à juste titre ou non. Donc c'est quelque chose qu'on peut, puisqu'on le fait passer pour des décisions juridictionnelles qui sont les plus graves, hein, la cour d'assises, c'est les sanctions les plus graves de notre code pénal, et ça, on laisse aux citoyens, ça, on considère qu'il en est capable. Pourquoi ne serait-il pas capable, alors, aussi de participer au vote de loi, qui, de toute façon, devront être aussi approuvés par la première assemblée élue? Voilà, c'est quelque chose que j'ai supposé, et ce que je propose, c'est non seulement de transformer notre Sénat, qui ne sert plus à rien, en assemblée citoyenne, mais surtout de fonder ce bicaméralisme, c'est-à-dire avec une chambre citoyenne, à tous les niveaux de pouvoir. Il y aurait un conseil citoyen composé par tirage au sort, aussi bien au niveau fédéral, des régions. Vous noterez que la communauté germanophone l'a déjà institué avec son Bürgerrat. Ça fonctionne pas mal, apparemment.
voire même auprès de tous les conseils communaux, ce qui permettrait de faire aussi une école de démocratie vis-à-vis de tous les citoyens qui savent qu'ils peuvent être appelés à tout moment pendant une année par exemple, à faire fonction, à donner des avis, des recommandations, voire des résolutions à cet égard. Je termine. 3 questions qui méritent d'être posées et qui sont en débat. 1, la participation des citoyens doit-elle être volontaire ou obligatoire? Je crois qu'à partir du moment où on institue un système pareil, il faut l'assumer jusqu'au bout, et je propose d'en faire une obligation. Exactement comme pour le jury d'assises, hein, où lorsque vous êtes réquisitionné par une cour d'assises pour participer comme juré, ben, c'est non seulement une faculté et un droit, mais comme tous les droits politiques, comme le droit de vote d'ailleurs chez nous aussi, c'est un droit-devoir. Et vous n'y échapperez que si vous avez des causes justificatives qui seront appréciées par soit une commission, soit éventuellement, comme pour le jury d'assises, par une juridiction. Mieux aussi parce que ça participe du coup à une représentativité certaine. Et c'est la deuxième question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut faire, comme c'est le cas actuellement, une espèce de représentation tirage au sort pondéré, en faisant du tirage au sort un petit peu orienté pour avoir le même nombre de femmes, d'hommes, de vieux, de jeunes, de pauvres, de riches, d'homosexuels, d'hétéros, enfin non, là j'invente, hein, mais pourquoi pas. La nation, elle est unique, elle est indivisible. La loi des statistiques fait que si c'est obligatoire, vous aurez vos représentations équilibrées, d'office. Il est impensable que mon assemblée de 60 citoyens, ce soit 60 mecs vieux et riches, ou l'inverse, 60 femmes riches ou 60 pauvres, que sais-je. Il y aura nécessairement, c'est la loi des statistiques, tous les profs de statistiques vous le diront, qui font que ça sera équilibré. Alors peut-être pas 30 dames et 30 hommes, hein, mais 35, 35, 25, et ça peut être dans les deux sens. À mon avis, il y aura plus de femmes, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Voilà, donc à mon avis, participation obligatoire, participation... loi de statistique, tirage au sort intégral. Et alors, dernière question, pouvoir décisionnel ou pouvoir simplement consultatif, hein, on parle de résolution d'une part ou de recommandation d'autre part, ça me paraît être un faux débat. De toute façon, il y aura une autre chambre dans un bicaméralisme. Et de toute façon, tout ce qui serait voté par les citoyens devra de toute façon être approuvé par la chambre élue à cet égard, dans un bicaméralisme qui se respecterait l'un l'autre. Voilà. Ce sont des propositions débat. Mais je crois qu'à partir du moment où on a une idée, il faut alors la pousser jusqu'au bout. Ça méritera, si on veut le faire dès la prochaine législature, une déclaration de révision de la Constitution. Ça doit être voté la semaine prochaine. Vu les, oserais-je dire, quand même un certain cloisonnement des politiques, j'ai des doutes à cet égard. L'idée va devoir encore sans doute être un peu maturée. J'espère que ce ne sera pas trop tard. Voilà. J'ai largement excédé mon temps de parole. Largement respecté. Cap, monsieur Soyer, de relever le défi. Vous allez avoir un moment... fabuleux, préparez-y-vous. Vous allez entendre ma vice-présidente et amie depuis toujours, Anne-Emmanuelle Bourgault. Croyez-moi, c'est toujours un moment privilégié. Voilà. Donc, Anne-Emmanuelle nous a accompagnés notamment sur une réflexion. C'est bien de vouloir toute une série d'instruments, mais quel pouvoir donne-t-on à ces instruments? Et faut-il à un moment se poser la question de... est-ce que la Constitution nous le permet ou est-ce que l'on peut jouer avec ce qui est disponible? Et voilà donc pourquoi on l'a invité. Et merci de donc recadrer la possibilité de mettre en place ces outils avec le vieil outil que nous avons aussi, qui est notre Constitution, qui existe depuis maintenant 1831. C'est vrai. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est difficile de prendre la parole après l'éloge de Jérôme, là, parce que là, vous vous dites, waouh, elle va faire le show. Donc, je vais essayer de répondre à ces attentes. Moi, je vais vous dire, donc je suis là et je travaille avec Agora depuis un certain temps, parce que de fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, en fait, je vais vous dire. La bonne nouvelle, c'est que quand même, les choses bougent. Ça, c'est vrai, hein. Donc, Jérôme... c'est formidable. On devient en Belgique le laboratoire, comme ça, avec cette créativité qui est un peu notre marque de fabrique avant dans le domaine artistique, la peinture, la BD. Maintenant, en matière démocratique, c'est formidable parce qu'on crée vraiment des choses qui sont innovantes. Ça, on peut être fier, on est rarement fier de nous quand même. Et donc, si on passe en revue
la communauté germanophone a fait un système de tirage au sort, et puis alors c'est la région bruxelloise, la COCOF, la COCOM, même le tirage au sort a réussi à ne pas se perdre dans le labyrinthe de la lasagne institutionnelle bruxelloise, donc on se dit que tout est possible. La région wallonne, plus récemment, quand même, s'y est mise, grâce, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du collectif citoyen, je suppose que oui, toujours. Ben oui, ah oui, et voilà, on parlera après d'ailleurs. Mais donc, grâce à un collectif, c'était vraiment un grand moment, on en a peu parlé d'ailleurs, pas assez à mon avis. Là, on est quand même tributaire, j'en sais quelque chose parce que moi j'enseigne à Mons. Oula, et pour faire passer une info dans la presse quand on est à Mons, il faut 2000 fois plus d'énergie que quand on est à Bruxelles. Et donc je pense que Namur a un peu payé ça, parce qu'à Namur, ce qui s'est passé, qui était quand même triplement démocratique, c'est qu'une initiative citoyenne a mis à l'ordre du jour une commission mixte, donc par tirage au sort, qui se penchait sur la manière dont on allait associer les citoyens à l'avenir en région wallonne. Donc vous voyez, c'était triplement démocratique. Franchement, c'était un peu... Il y a des glaces comme ça, vous voyez, vous ne devez pas choisir le goût, il y a les 3 goûts à la fois. Ben, c'était ça, quoi. C'était une initiative citoyenne par des citoyens, composée de citoyens, pour réfléchir à comment les citoyens seraient impliqués. La Chambre... Alors la Chambre, c'est bizarre parce qu'il y a une loi maintenant qui instaure aussi des mécanismes de tirage au sort au niveau fédéral, donc au niveau de la Chambre. Mais on a un peu l'impression qu'ils y ont été d'une fesse. Hein. Donc ils l'ont voté pour tout aussitôt ne jamais l'appliquer. On n'en parle plus depuis. Mais ceci dit... c'est la bonne nouvelle, quoi. Quel chemin parcouru. Et alors, il y a une dernière nouvelle. Ça, c'est chouette aussi. Bruxelles s'est enfin rappelé qu'elle pouvait organiser la consultation populaire et la voter dernièrement au niveau régional cette fois-ci. Donc ça, encore une fois, il faut le dire quand même, parce qu'on critique beaucoup, notamment le Parlement wallon ces derniers temps. Eh bien, la région wallonne l'a fait depuis plus longtemps, la région flamande ne l'a pas fait du tout, et la région bruxelloise, sur la consultation populaire, l'a fait donc maintenant ici dans les jours derniers. Donc ça bouge en fait, ça c'est quand même la vraie bonne nouvelle, parce que il n'y a pas si longtemps, moi quand j'ai défendu ma thèse il y a une dizaine d'années, et puis Jérôme Saillet en a parlé aussi, allez, c'est vrai, on passait pour des olibrius, hein, vraiment des loustiques, mais quoi, vous venez du tirage au sort, de la démocratie directe? Non, en général c'était plutôt des rétro-satanas, mais qu'est-ce que tu veux faire à la fin de la Belgique? Et là, on voit bien, et moi je trouve que ça c'est vraiment pas mal, que les esprits avancent grâce à vous, d'ailleurs, ça il faut le dire, hein, les associations citoyennes là-dessus, waouh, et on ne le dit pas assez. J'avais entendu dans un documentaire récemment, et je pense que c'est une vraie remarque, que le risque, c'est de vous épuiser. Donc, ne vous épuisez pas. Il ne faut pas s'épuiser. Ici, c'est vrai. Vous n'avez pas droit. Finalement, pour nous, Jérôme, c'est vrai. Hein, d'une certaine manière, c'est plus gratifiant. Rien que le fait d'être invité ici, de prendre la parole, c'est gratifiant. On publie des articles, c'est gratifiant. Des livres, c'est gratifiant. Mais vous, les assemblées citoyennes, c'est, à part le fait d'y arriver, d'obtenir des résultats, voilà, c'est un hommage là, vraiment, parce que dans ce documentaire, on disait il ne faudrait pas épuiser les gens, il ne faut pas épuiser les associations, donc il ne faut pas s'épuiser. Parce qu'il faut voir le chemin parcouru. Et franchement, par rapport à il y a 10 ans, par exemple, où on nous traitait d'originaux totalement farfelus, eh bien moi je le vois grâce aux associations, je le vois chez les élus, parce que moi je redis et re-redis de la même manière qu'il ne faut pas opposer la démocratie représentative et la démocratie représentative, il ne faut pas opposer les associations, les citoyens et les élus. En fait, c'est la ligne de partage, elle ne se situe pas là. Il y a ceux qui veulent avancer vers plus de démocratisation et il y a les autres. Et parmi les élus, il y en a de plus en plus, et il y en a de plus en plus qui sont convaincus. Ça, c'était pour la bonne nouvelle, et donc il ne faut surtout pas perdre ces belles énergies. Là, alors je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, mais le bémol, on va dire, dans cette cantate, c'est que, de fait, les esprits ont beau évoluer, les associations sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus actives, les élus, franchement, de moins en moins de mauvaise volonté. Tant qu'on ne bougera pas le carcan constitutionnel, on fera les choses avec la poésie qui nous caractérise, c'est-à-dire avec une créativité, parfois un peu de surréalisme, mais on ne les fera jamais de manière, alors à la fois pérenne, c'est-à-dire durable,
et de manière efficace. Pourquoi? Mais parce que pour le moment, je suis désolée, mais c'est quand même un peu du bricolage. Parce que, comme je viens de le dire, à part la Chambre qui a fait une initiative pour tout de suite l'oublier et la remiser au placard, c'est les entités fédérées qui agissent, et singulièrement les entités fédérées, j'allais dire francophones, mais ce serait injuste pour les germanophones, du sud du pays, du centre et du sud. Et en fait, on a là alors un double problème sur le plan constitutionnel. C'est que d'une part, il y a toujours bien l'un ou l'autre constitutionnalisme, même si on peut discuter à mon avis, mais enfin, il y aura, et notamment la section législation du Conseil d'État, qui va dire attention, vadé rétro Satanas. Là, les vadé rétro Satanas sont encore là. Vous ne pouvez pas, parce que ces mécanismes participatifs se heurtent à la Constitution et certainement se heurtent à donner un pouvoir décisoire aux citoyens. Donc, en d'autres termes, bon, faites vos choses, mais si vous voulez donner un vrai pouvoir aux gens, ça ne va pas parce que Constitution. Ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est de savoir, attention, c'est un peu de bidouillage institutionnel, mais on est en Belgique, il faut le faire, sinon on parle dans le vide. Est-ce que les entités fédérées, donc est-ce que ces régions, ces communautés, ont le pouvoir de faire ça, de définir leur agora d'une autre manière, de faire les choses autrement? Et en tout cas, ça se discute. Et donc ça veut dire que sur les bonnes volontés, les enthousiasmes de ces initiatives participatives viennent se heurter toujours des vagues, pour ne pas dire des tsunamis, peut-être un peu fort, mais des gros rouleaux, on va dire, constitutionnels, qui empêchent de voir clair. Et l'autre problème, c'est que ça, on doit quand même le constater, aussi généreuse qu'elle soit, aussi créative qu'elle soit, aussi poétique qu'elle soit, tout le monde y va en ordre désordonné. Ce qui a aussi un coût démocratique, et les assemblées citoyennes, les mouvements citoyens le savent, c'est que c'est difficile de savoir, bon, au fond, donc moi je voudrais faire ça, mais alors ce que je peux faire ça, c'est combien de signatures au Parlement wallon pour déposer une pétition? Ah non, oui, mais là, la COCOM, ah non, mais donc, franchement, vous le savez, il faut un tableau Excel. Moi je le sais parce que c'est mon métier, comme recenser et comparer. Mais je suis désolée, il n'y a personne qui peut mettre en doute le fait que la complexité, la diversité aussi de ces mécanismes est un tue-l'amour en termes de citoyenneté. Au fond, complexité et citoyenneté, ça rime de manière littéraire, mais ça rime pas du tout et ça marche pas en cadence, en pratique. Donc, il y a les obstacles constitutionnels ou les objections constitutionnelles d'une part, mais il y a aussi le fait qu'à défaut de consacrer ça de manière claire et de consacrer en particulier des nouveaux droits politiques clairs dans la Constitution, toutes ces initiatives généreuses peuvent se heurter à cette complexité, à cette diversité qui fait qu'en pratique, en fait, c'est très compliqué de savoir, déjà pour les associations, mais encore plus individuellement, finalement, qu'est-ce que je peux faire? À quoi j'ai droit? Comment je peux changer cette décision que j'entends et que je trouve inique? Ou pire encore, je ne sais plus très bien qui est compétent, mais je voudrais changer les choses dans telle ou telle matière. Et ça, c'est deux arguments. Le fait que, d'une part, la Constitution, on l'a dit, elle est ancienne, elle est vieille, elle est respectable, mais elle est un peu vermoulue. Et donc, il faudrait la changer pour lever les obstacles qui se placent chaque fois et qu'on peut opposer à l'extension de la participation citoyenne. Mais d'autre part, aussi pour clarifier, pour créer un corpus visible, lisible, qui est mobilisable par tout un chacun. Pour ça, attendez, je termine, je peaufine cette idée-là, si vous voulez bien. Au fond, il faut faire pour ces nouveaux droits politiques la même chose qu'on a fait pour le suffrage universel. Je donne toujours l'exemple, singulièrement le tirage au sort. C'est un peu comme si, avant de donner le suffrage universel, on avait organisé comme ça sporadiquement, parfois dans une commune, parfois dans une province, parfois à certaines conditions, parfois c'était obligatoire, parfois non, le droit de vote. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on a fait. Quand à un moment donné, on a considéré que c'était juste, que c'était équitable, que c'était important et que c'était fondamental de donner le droit de vote, on l'a consacré dans la Constitution. Sinon, à quoi elle sert, cette Constitution? Cette Constitution, elle doit servir à créer ces nouveaux et à prévoir ces nouveaux droits politiques. J'ai envie de dire à charge et à décharge, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire à la fois les garanties qu'on a de pouvoir exercer ces droits, mais aussi les limites, si on considère qu'il y a des limites à ces nouveaux droits politiques. Et du coup,
j'avais dit la mauvaise nouvelle, mais je ne sais pas si c'est tant une mauvaise nouvelle, parce que je vais pas, j'ai jamais été pessimiste de ma vie, je ne vais pas commencer, ça c'est certain. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le statu quo en matière constitutionnelle, sur le plan de la participation, il a lieu parce que la procédure est très compliquée et parce qu'elle est en deux temps. En fait, le temps constitutionnel a toujours été un temps long. Vous savez, une chose qui va lentement, ça dépend à quoi on la compare. Un train qui allait à du 60 km/h avant, quand on n'avait pas des bolides et une vie de bolide, il allait vite. Maintenant, un train à 60 km/h, franchement, ce serait un tortillard. Eh bien, la Constitution et le temps constitutionnel, c'est la même chose, parce que le temps constitutionnel est long et il y a des bonnes raisons à ça. Et il ne faut pas tout changer, il faut un peu changer, mais en tout cas garder cette idée qu'il faut du temps, parce que les décisions importantes, parce que c'est ça la Constitution, c'est ce qui nous fonde, les fondements, les bases vraiment qui nous réunissent. Donc il faut en effet prendre le temps, il faut que le temps constitutionnel, le temps juridique constitutionnel soit plus long que les autres temps juridiques. Mais ici, on n'en est même plus au tortillard à du 60 km/h, en comparaison avec la frénésie et le temps, l'accélération du temps général et l'accélération du temps juridique, ce temps constitutionnel qui a sans doute été tout à fait judicieux au XIXe siècle, maintenant, mais prend l'allure vraiment d'une limace. Pourquoi? Mais parce que, en fait, ce temps constitutionnel oblige avant les élections, à décider de quoi on va débattre. Et ce n'est que ce qu'on décidera comme pouvant être débattu qui pourra l'être après les élections. Mais ce temps long qui est à la fois donc compliqué, à la fois parce qu'il est long, parce qu'il est diachronique, si vous voulez, tout se passe avant les élections. Et puis après, ça limite, en fait, ça restreint, ça met un cadenas, ça met un carcan à ce qu'on pourra décider. Ça, c'est vraiment l'obstacle qu'on ne parvient pas à passer depuis je ne sais pas combien de législatures. Et pourtant, je vais vous dire, on y était presque. Ça, c'est vraiment quelque chose que je rappelle, et je sais que je n'ai plus que 2 minutes. C'est qu'en 2019, il y a eu un moment qui était vraiment intéressant. On est avant les élections, comme maintenant, en fait. On est avant les élections. Et puis, les sénateurs et les députés ont commencé à discuter de la déclaration de révision de la Constitution. Et à ce moment-là, si vous vous rappelez, c'était l'époque des Gilets jaunes. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, en fait, et assez émouvant, parce qu'il y a eu des débats, mais très passionnés, sur le fait qu'il fallait entendre les Gilets jaunes, qu'il fallait permettre, en tout cas, à l'époque, on disait le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ou le RIP, le référendum d'initiative populaire, et beaucoup, d'ailleurs, de députés et de sénateurs, en tout cas assez de députés et de sénateurs, avaient considéré qu'il fallait prendre au sérieux ces demandes. Il faut bien comprendre, donc ça ne veut pas dire décider tout de suite qu'on va les faire, mais permettre qu'on puisse en discuter. Et donc ça a été tellement pris au sérieux à ce moment-là que ça a été voté dans les déclarations de révision de la Chambre et du Sénat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a 5 ans, il a été possible qu'une majorité de nos députés, nos sénateurs disent « Ben oui, on ne va quand même pas refuser la discussion. Oui, on va arrêter de faire la sourde oreille. On ne dit pas qu'on le fait, mais au moins on permet le débat. On ne peut pas reporter tout le temps le débat. Parfois, la Belgique me fait penser à ce chaudron là qui bouillonne et qui dit d'idées, d'enthousiasme, de créativité, d'envie de participation. Et chaque fois, le couvercle, on met le couvercle, et puis c'est de plus en plus hermétique. Mais donc là, le couvercle, le chaudron, il a commencé à faire des bulles parce qu'on avait ces déclarations de révision. Mais patatras, vous allez me dire, Madame Bourgault, mais alors pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au dernier moment, le gouvernement a adopté une déclaration de révision rikiki qui enlevait tout par peur, par peur, en fait, essentiellement. On a peur des débats constitutionnels en Belgique, manifestement, on a peur de la participation. Et comme eux, ils ont adopté une courte liste, finalement, toutes ces envies, toutes ces promesses, toutes ces déclarations généreuses sont restées sans fin parce qu'il était juste pas possible de parler du RIC, du RIP ou d'autres moyens participatifs. Donc, je disais qu'il y avait une bonne nouvelle et j'en termine, je jure, c'est promis, craché, juré. Il y avait la bonne nouvelle, c'est que ça change. Ça, je suis sûre que ça change et ça change toujours et ça s'améliore et on avance. L'ombre, c'est cette constitution qui doit absolument subir, alors plus qu'un lifting, à mon avis, vraiment un reboot intégral, mais que ici on espère en fait qu'à l'occasion de cette discussion préconstitutionnelle, enfin les articles, et c'est le sens du texte
et de la déclaration, de la pétition pour des nouveaux droits politiques. C'est le sens de cette pétition. On espère que cette déclaration de révision ne sera pas guidée par les peurs, par les craintes, par les reports, par les procrastinations, mais au contraire permettront les débats, les réflexions, les avancées pour plus de participation. Voilà, c'est bon, hein? Voilà. Voilà, donc Madame Bourgault, elle est aussi capable de faire un discours en 15 minutes et qui mobilise. Merci pour ça. Ça va nous donner de la pêche pour le reste de la soirée. Alors, la prochaine étape de la soirée, après ce moment d'information, c'est aussi de vous permettre de découvrir et de questionner toute une série d'initiatives qui existent déjà partiellement ou complètement sur Bruxelles, en région wallonne et en Flandre aussi d'ailleurs, donc sur l'ensemble de notre petit pays. Et donc, je vais vous inviter maintenant à vous séparer en 4 ateliers qui vont durer entre 45 et 55 minutes en fonction des énergies. Ils seront animés chaque fois par une personne qui a mis en place concrètement ces initiatives. Il y a Anna Adzarsen qui a fait partie de Agora pendant longtemps et qui a créé, si je puis dire, les designs des assemblées. Il y a Monsieur Suarez Calvin qui a participé à la mise en place des assemblées mixtes bruxelloises via la fédération. Non, ce n'est pas la fédération, c'est... Voilà. Désolé de m'être trompé dans toutes ces institutions. Il y a Fanny et Patricia de Cap Démocratie qui ont mis en place une pétition donc, dont parlait Anne-Emmanuel pour le Parlement wallon. Et donc, elles vous raconteront la manière dont elles ont fait ça et l'impact que ça a pu avoir. Et enfin, il y aura Madame Bourgault qui aura un atelier autour du référendum et du RIC, donc du référendum d'initiative citoyenne. Donc, je vous invite à vous répartir à ces 4 endroits la pétition de ce côté-là, les assemblées, je vais appeler d'Agora de ce côté-là, les assemblées mixtes de ce côté-là, et tout ce qui est référendum et RIC de ce là-bas. Et donc, de faire des groupes plus ou moins équilibrés si vous le pouvez. N'hésitez pas à bouger à l'intérieur aussi. Donc, quand à un moment vous vous dites, tiens, là, j'ai plus grand-chose à apporter, je peux aller à un autre endroit. Et donc, écoutez dans un premier temps l'expérience de terrain et ensuite questionner tout ça. Il y a aussi un facilitateur pour chacun des ateliers qui va vous guider avec plein de bienveillance, j'en suis certain. Et comment cette information Donc, on commence, on a créé quelque chose, créé des points de vue où comment est-ce qu'on voit quelque chose je vais faire un petit détour et là on parle évidemment de toutes les culs des personnes. C'est vraiment et donc vous venez à nouveau de poser la question, vous allez être validé tout de suite en disant c'est très non, au tirage au sort. Les citoyens qui ont reçu le courrier, il y a 30 citoyens, puis 10 députés parlementaires qui vont ensuite faire les assemblées. En s'inspirant notamment du dispositif. Donc là, la question faisait pour moi qui était en Belgique. Donc juste pour le processus, si vous êtes d'accord. Il y a des exemples de choses qui ont été faites juste pour... Il est 12, on a jusque de 17 à 46 pour que chacun
Tout seul, ou qui sont trois. Surtout que 2000 ne suffit pas, il faut prendre des garanties. J'aurais dû commencer, moi j'étais tout de suite dans les modalités, vous voyez. Et donc, je vais demander un petit exercice compliqué à 4 personnes qui vont bien vouloir venir le faire. Vous expliquer en 2-3 minutes ce qui s'est passé dans leur atelier. C'est tout à fait subjectif, on va le prendre pour ce qu'il est. Et d'abord, remercier toutes les personnes qui vont faire le petit exercice en 3 minutes. Qui a envie de commencer? Est-ce qu'il y a... Oh, si, vous pouvez venir tous ensemble. Voilà, qui commence? Benoît, tu te lances? Donc nous étions là-bas, il s'agissait de parler des référendums et de leur pertinence ou de leur intérêt. Il s'est passé une dynamique assez intéressante parce que nous avions une oratrice de choc qui a prolongé ce qu'elle avait déjà introduit tout à l'heure, a répondu à des questions, a donné plein d'explications très utiles sur l'objet de sa recherche et sa conviction, mais elle s'appuyait sur la conviction aussi que la majorité des participants à ce petit groupe de travail étaient d'office adhérents à l'idée que c'était intéressant de faire des référendums. Et puis quand on a pris la température un peu plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas nécessairement le cas. La majorité, presque la quasi-unanimité des personnes présentes, quand elles ont montré leur température, ils étaient plutôt mitigés sur faut-il ou pas pratiquer les référendums. Et lorsqu'on s'est mis alors à échanger sur les arguments pour le faire, pour ou contre, alors il y a plusieurs choses qui se sont exprimées, effectivement, sur des avantages de la chose, sur les inconvénients, et toutes sortes d'arguments. J'y reviendrai peut-être si j'ai un peu de temps après, et si je m'en souviens. Mais dans la dynamique de ce qui s'est passé, c'est intéressant, parce qu'après avoir fait ce tour, on a de nouveau eu la prise de parole de notre oratrice, qui, elle, du coup, a ressorti des arguments de choc. Et j'ai l'impression que ça a eu de l'effet quand même sur le groupe, et qui s'est mis à se poser à nouveau des questions sur est-ce que ce que j'ai dit était vraiment pertinent ou pas, quoi. Donc on a eu un retour comme ça de convictions partagées, plus ou moins échangées. C'était très intéressant pour moi en tant qu'observateur et acteur de la chose. Alors sur le fond, oui, il y a des intérêts, enfin il y a des avantages, des intérêts. Je suis déjà, il reste une flûte, alors mais je ne vais pas rentrer dans le... Alors peut-être les questions directement. Qu'est-ce qui reste comme question ouverte dans l'histoire? C'est, oui, il y a des conditions, il y a des modalités. Tout le monde est d'accord là-dessus. Si on peut l'envisager, c'est selon certaines modalités ou bien sur certains sujets. Là où il y a eu une quasi-unanimité, c'est sur le fait que tout ce qui touche à la révision de la Constitution, oui, il faut que ça passe par un référendum, inévitablement. Allez, c'est pas mal déjà en gros comme ça, quoi. Ça vous va l'équipe? Oui, c'est bon. Ok. Merci. Alors Alain parlait des pétitions avec son groupe. Je vais essayer de retrouver mon copion qui se trouve là. Tout d'abord, un gros bravo à Cap Démocratie parce qu'ils ont fait un truc super. Donc, ils ont été retrouvés l'article 130 bis du Parlement wallon qui permet d'avoir un droit de pétition à 2000 signatures. Et ils ont été portés une signature sur base de leur Assemblée populaire pour demander d'avoir un groupe, une commission temporaire qui puisse décider d'un sujet pendant 5 jours. Donc pendant 5 jours. Et cette commission temporaire, la question qu'ils ont soumise, c'est en fait pour faire une commission permanente au sein du Parlement wallon. Donc ils ont réussi la première étape, puisque les 2000 signatures, ils l'ont eu. Ils ont même été jusqu'à 3000 signatures. Donc ils sont arrivés à faire cette commission temporaire qui s'est réunie. Ils ont même été relativement aidés par le Parlement wallon, donc qui n'était pas un obstacle, parce que le Parlement wallon a plutôt eu beaucoup de problèmes de gouvernance, des problèmes qu'on a vus dans les journaux, et ils étaient contents de montrer qu'ils voulaient faire partie la parole des citoyens. Et donc demain, c'est pour ça qu'il y a un demain qui se fait, la décision va se prendre de cette assemblée temporaire pour voir s'il y aura effectivement une commission permanente. Donc on ne sait pas, mais il y a quand même beaucoup d'espoir que ça passe, et ce qui serait quand même un super résultat pour un groupe de 10 personnes. C'est ça, il y avait 10 personnes actives. J'ai mis sources et ressources. Et sources, c'est les 10 personnes sources qui ont porté ça. Et les ressources, c'est des gens qui ont été faire du happening, qui ont été porter ça. Et du côté des choses, est-ce que ça marche avec des sujets plus ciblés? En fait, le sujet des assemblées citoyennes est très porteur. Donc, ils ont eu leur signature, mais si on fait un sujet plus ciblé pour dire pas d'aéroport à Bierset ou je ne sais pas quoi, est-ce que ça va marcher?
de trouver 2000 signatures. En tout cas, eux les ont eues. Et ils ont montré ça dans les interactions. C'est la preuve que les trois peuvent être combinés. Ils l'ont réussi, ou en tout cas, ces mécanismes peuvent se mettre en boucle de la pétition vers la commission temporaire, vers la commission permanente. Et je ne sais pas si du côté de la démocratie, vous voulez rajouter quelque chose, c'est clair? Ok, et alors je vais finir avec la question. Il y a plusieurs questions, mais la question de la durée. Donc, ils étaient au début avec ces assemblées populaires. Ils ont porté la pétition, mais quand la commission délibérative temporaire, ils ont tenu à participer aussi, donc ils étaient un peu plus loin. Et maintenant, il y a la commission permanente qui est là, ils voudraient suivre aussi. Et c'est assez logique, c'est un petit bébé assez fragile. Et donc, mais jusqu'où suivre? Encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 30 ans, 50 ans? Voilà, c'est la question de la durée de ça est là. Voilà. Alors, pour ma part, on était pour le groupe donc Assemblée citoyenne Agora. Ce qui était super chouette, c'était qu'on avait un groupe qui était en fait hyper curieux de découvrir ce que c'était les assemblées. Et donc, on a eu le temps, Anna a eu le temps pour pouvoir expliquer concrètement ce qui a été mis en place. Globalement, de toute façon, les gens sont super positifs sur les assemblées. Il y a vraiment une volonté de mettre en avant participation citoyenne. C'est souvent des très bons retours d'expérience. Et puis, on est vraiment dans un cadre de vraie délibération. Dans le cadre ici d'Agora, le point positif, c'était qu'il y avait un seul parlementaire. Donc, en termes de résultats, on peut en discuter. Dans tous les cas, la question qui ressortait le plus, c'était la mise en œuvre. Même si on a eu des cas par-ci, par-là, à l'étranger, de mise en œuvre, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, ça reste une question pratico-pratique. Et surtout, l'interaction qui a été retrouvée le plus intéressante, c'était le fait que ça a mis quand même en place, au niveau du système politique, ça a fait bouger. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti le plus. Donc voilà, merci. Merci à toi, Tim. Alors, chez Libré. Donc nous, notre groupe s'est penché sur les assemblées mixtes. Après l'intervention de notre intervenant, énormément de points positifs par rapport à ces assemblées mixtes. C'est pour ça qu'il y a un petit smiley ici. Là, vous voyez. Et on ne va pas trop m'attarder là-dessus parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de questions. Donc c'est plus intéressant. Par rapport aux points à améliorer, on se disait dans notre groupe que l'aspect de la médiatisation d'initiatives comme celle-ci pourrait être accentué, ou travaillé en tout cas. C'est dommage que des initiatives si belles n'aient pas assez d'attention dans les médias. Et comme vous pouvez vous en douter, pas une remise en question, mais juste le fait que le pouvoir décisionnel en fait des citoyens participant aux assemblées soit faible, si je peux le dire comme ça, on trouve ça dommage. Et effectivement, le besoin de d'avoir une révision constitutionnelle. Alors, pour les questions, il y a des enthousiastes dans le groupe qui se demandaient pourquoi pas créer des assemblées au niveau local, régional et fédéral. Donc, jusqu'à maintenant, on les connaît au niveau régional. Il y a maintenant aussi une initiative au niveau fédéral, mais pourquoi pas aussi au niveau communal et beaucoup plus les impulser. Ça va au niveau de temps là. Il y avait la question des congés de citoyenneté, donc permettre aux citoyens de libérer du temps pour s'impliquer dans des assemblées. On s'est aussi posé la question de comment inclure les non inclus ou les oubliés. Voilà. Inclure les oubliés, comment faire ça? Il y a aussi beaucoup de questions par rapport au tirage au sort. Voilà. Comment assurer un tirage au sort qui est réellement représentatif, hein. On a identifié toute une série de filtres par rapport au tirage au sort et beaucoup de questions. On va parler de ça, quoi. Et finalement, comment assurer une réelle réactivité des assemblées
vu le temps que ça prend, etc. Enfin, ça, vous connaissez très bien, j'imagine. Et là, une réponse, c'est les institutionnaliser, donc c'est un peu, ça tourne un peu en rond. Et voilà, hein, je pense aussi... Non, c'est bon, le groupe, là? Oui? C'est bien? Oui? Je pense que j'ai tout dit. Très bien, merci. En tout cas, tu as utilisé le temps. C'est bon. Merci de vous être livré à ce petit exercice compliqué. On a un deuxième moment plus d'apport d'information qui va travailler d'une part, alors c'est en néerlandais la prochaine intervention, donc ceux qui ont besoin de la traduction, qui n'hésitent pas, il y a Mickaël qui est là avec les petits écouteurs. Avant d'avoir ces différentes interventions, je me permets vraiment de remercier avec beaucoup de chaleur l'ensemble des facilitateurs et des intervenants déjà de ces différents ateliers. Voilà, Nino, la parole est à toi. Et donc, on a demandé à Nino de nous donner des exemples d'endroits où se sont passés des mixtes, si on peut dire, entre différentes initiatives de renouveau démocratique. La parole est à toi. Oké. Goedenavond iedereen. Ik ga het kort houden, want jullie zijn ook al een tijdje bezig. Ik heb een korte presentatie voorbereid. Ik ga het proberen korter dan 10 minuutjes te houden. Zo? Ja. Oké. En wat ik graag wil doen is om het debat hier wat proberen te verrijken met een aantal inzichten uit de academische literatuur. Ik sta hier alleen, maar wat ik ga presenteren is gebaseerd op academisch onderzoek voor een stukje dat van mijzelf, maar ook van vele anderen. Dus dat wil ik er even bij zeggen. Dat is zeker niet enkel mijn eigen idee dat ik hier kom presenteren. Dat is altijd goed om in het achterhoofd te houden. En geïnteresseerden kunnen mij altijd contacteren om referenties of meer literatuur naar een aantal van de dingen die ik ga presenteren. Dus wat ik ga doen om het debat te verrijken, omdat jullie natuurlijk heel goed op de hoogte zijn van hoe het allemaal werkt, zelf beter als ik op veel praktische vlakken, denk ik, is om jullie 2 uitdagingen te presenteren van burgerpanels, dus burgerassemblées, en om dan in te gaan op hoe kunnen we proberen om die uitdagingen aan te pakken via het combineren van verschillende democratische innovaties waar jullie ook al over hebben gediscussieerd, zoals referenda of zelfs het combineren van meerdere burgerpanels. Dus 2 uitdagingen die ik wil presenteren zijn 1, het gebrek aan massaparticipatie in een burgerpanel en 2, een gevaar van elitemanipulatie. Ik denk dat het combineren van verschillende democratische innovaties dat ervoor kan zorgen eigenlijk dat we tot een systeem komen waarin dat we eigenlijk die potentiële gevaren of gebreken kunnen voor compenseren. En dan zijn er 2 specifieke dingen waar ik op wil inzoomen uit de literatuur. Dat is een combinatie van burgerpanels met referenda, hoe dat we dat kunnen doen of zien. En een combinatie van verschillende burgerpanels die allemaal verschillende functies hebben. En ja, dat is ook voor een stuk om de discussie hier te voeren en om jullie ook mee te doen nadenken met dat bredere debat dat leeft in de academische wereld, maar ook onder mensen die in de praktijk staan. Massaparticipatie. Een groot gevaar ergens van burgerpanels is dat een burgerassemblée een soort van oase wordt in de woestijn. Dus ja, we weten allemaal, burgerpanels, dat blijkt ook uit de academische literatuur, dat werkt eigenlijk heel goed. We kunnen erin slagen om inclusieve burgerpanels te hebben waarin mensen van gedachten veranderen, waarin dat ze echt wel hun bijdrage kunnen en willen leveren aan de democratie. Maar natuurlijk, het is altijd maar een deel van de bevolking dat kan deelnemen. Zelfs als je heel veel burgerassemblees zou organiseren, dan is het waarschijnlijk nog altijd niet werkbaar om de hele bevolking te doen deelnemen. En een van de gevaren waar men in de literatuur op wijst is, oké, het kan zijn dat we een heel mooie burgerassemblee hebben, dat is de oase, maar zoiets kan heel moeilijk floreren als de democratie verder een woestijn is. Als er heel veel wantrouwen is, als de andere mensen niet kunnen participeren, dan zal zo'n kleine oase van een burgerassemblee zal eigenlijk niet volstaan. Wat we nodig hebben is dat er legitimiteit is bij de bredere bevolking, dat die mensen ook mee zijn met de democratie, dat ze ook kunnen participeren op een of andere manier, zelfs al is dat vrij minimaal. En het probleem is ook dat burgerpanels
representatief zijn in de zin, in burgerpanels horen we heel veel mensen die we anders nooit horen. We horen stemmen die de politiek nooit bereiken, maar we weten eigenlijk ook dat er eigenlijk tot nu toe geen panels zijn die helemaal representatief waren in de zin van helemaal statistisch representatief volgens een toevalsteekproef. Daarvoor hebben we namelijk een heel groot aantal mensen nodig, een vrij groot aantal. En moet je eigenlijk ook van uitgaan dat die mensen allemaal met elkaar debatteren, terwijl we vaak toch aan verschillende tafels zitten en dan komt het samen, oké. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde als het idee van die toevalsteekproef van een assemblée dat dan representatief zou zijn voor de hele bevolking. De sterkte is, we horen mensen die we anders nooit horen. En het is wel veel representatiever dan bijvoorbeeld een verkozen parlement. Dat is nogal logisch. Maar dus dat kan een gevaar zijn, die ontkoppeling tussen de woestijn van de bredere democratie en de oase van een burgerpanel. Dus we willen ergens een link tussen die beide creëren. Het tweede probleem, dat gaat over mijn eigen onderzoek, dat is dat we eigenlijk, ik denk dat is een nieuwe uitdaging waar we nog niet heel veel over hebben nagedacht, maar dat is het potentiële gevaar van manipulatie door machtige elites. We weten bijvoorbeeld verkiezingen, dat is een heel eenvoudig instrument. Je zou het kunnen zeggen, het is natuurlijk iets ingewikkelder dan dat, maar eigenlijk zou je een doos kunnen zetten en iedereen zet zijn stem erin. Dus dat is heel eenvoudig als je dat vergelijkt, en de mensen hier weten dat, met het organiseren van een burgerassemblée. Dat heel complex is, dat vraagt veel meer know-how, daar komt veel meer bij te kijken. Het probleem is, in al die stappen is het ook eigenlijk vrij eenvoudig, omdat er zoveel verschillende stappen zijn, zoveel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het proces, om eigenlijk tot manipulatie over te gaan. En ik denk dat we daar ook niet naïef in mogen zijn. Als we willen pleiten voor mini-publics of assemblees met meer impact, dan zal die impact ook resulteren in machtige actoren, elites, die zullen proberen om die processen te beïnvloeden. Dus hoe vermijden we dat? Volgens mij is dat een uitdaging, iets waar we niet heel vaak over nadenken. Maar als we impactvolle assemblees willen, dan moeten we dat volgens mij dus wel doen. Het combineren als oplossing. Dus volgens mij kan je een aantal van deze uitdagingen remediëren door het combineren van referenda, bijvoorbeeld, met een burgerassemblée. En je zou bijvoorbeeld een referenda na burgerpanels kunnen houden ter validatie. Er zijn een aantal voorstellen gebeurd en een referenda zullen valideren of dat die voorstellen ook echt gewenst zijn door de bredere bevolking. Je kan daar natuurlijk ook tegenargumenten tegen bedenken, want ja, het eerste is door een heel kwalitatieve deliberatie. Het tweede is in een bredere publieke sfeer, waar het er vaak minder deliberatief aan toe gaat. Maar je creëert wel een link tussen de oase en de woestijn. Dus dat is iets waar ik jullie over uitnodig om ook over na te denken. Het tweede is burgerpanels als informatiebron voor referenda. En daarin doet men eigenlijk het voorstel om een burgerpanel te houden, niet enkel voor de agendasetting van een burgerpanel, dus het onderwerp te bepalen, maar ook om eventueel extra informatie bij de verschillende keuzes te geven waar de bredere bevolking dan voor kan kiezen. Opnieuw, we creëren een link tussen die woestijn en de oase. Het derde, burgerpanels als interpretator naar referenda. Vaak na een referendum heeft plaatsgevonden, is er heel veel politiek debat over wat wouden de mensen nu eigenlijk? Wat betekent deze uitslag? Dat is natuurlijk een debat tussen politici, maar misschien is het interessant om een burgerpanel te organiseren dat dit debat voor een deel ook kan voeden of informeren. Dus dat is een tweede. En dan de tweede combinatie, dat is de combinatie tussen verschillende burgerpanels. En ik haal hier graag het voorbeeld van Oost-België aan, want ik denk dat dat interessant is. Om te beginnen, je zou kunnen nadenken in het kort over twee verschillende vormen. Een eerste vorm is een soort van bevestigend burgerpanel. Daarmee zou je bijvoorbeeld elite-manipulatie kunnen nagaan, want wat je eigenlijk doet is, je organiseert een eerste burgerpanel, ze komen ergens toe, vindt een tweede burgerpanel dat ook. Dus dat is een simpele replicatie. Een tweede voorbeeld, en dat is wat men in Oost-België doet, dat is een soort van een controlerend burgerpanel. Een burgerpanel dat de agendasetting creëert, plaatst voor het tweede burgerpanel. En ook een burgerpanel dat eigenlijk de organisatie mee opvolgt van hoe wordt dat hier allemaal georganiseerd. Verloopt dat hier allemaal eerlijk en goed. En ik denk dat dat een vrij interessant model is, wat jullie hier zien in Oost-België. Dus je hebt de Citizens Council, die dat de agendazitting doet en die de implementatie monitoren. Dat is een groep van alumni van de burgerassemblée die de voorstellen maakt. En in die burgerassemblée die voorstellen maakt, die wordt
nog wel sneller gerefreshed. Daarin komt men met de voorstellen die dan naar het parlement gaan. Of dat nog nodig is daarna, daar kun je natuurlijk over debatteren. Maar ik denk die opsplitsing tussen die verschillende taken, een controlerende taak en een meer wetgevende of voorstelcreërende taak, dat heel interessant is voor dat gevaar van elite-manipulatie en eventueel ook om de discussie wat breder te trekken. Dus ja, dit zijn eigenlijk de dingen waar ik jullie wat zou uitnodigen om over mee na te denken. Heel erg bedankt voor jullie aandacht. Je vais laisser la parole à Sacha, qui va avoir le même temps. Et après, ça va? Après Sacha, on va commencer un fishbowl, mais je vous explique ça après. Alors ça va être un peu moins imagé que la présentation précédente. Donc moi, on m'a proposé ici de venir intervenir sur mon domaine de compétences qui est le rapport des élites à la participation citoyenne. Donc c'est très complémentaire avec ce que vient de présenter Nino. Donc moi, ce que je fais une thèse de doctorat à l'ULB et je me demande comment les élus, singulièrement les députés bruxellois, appréhendent la participation citoyenne et comment ils interagissent avec les commissions délibératives mixtes qui ont été mises en place cette année. Vous pourriez me dire pourquoi s'intéresser aux élus dans ce contexte-là. On va travailler souvent sur les citoyens ou sur tous les autres acteurs, le secteur associatif ou que sais-je. Mais en fait, dans un contexte d'hybridation des modèles de démocratie, les élus, quels qu'ils soient, et je reviendrai là-dessus par après, ont un rôle qui est essentiel et qui est central, étant donné qu'ils jouent ce rôle un peu de veto player. Donc ils ont cette capacité à empêcher toute évolution vers plus de démocratie ou vers l'implémentation de nouveaux modèles de participation citoyenne ou de délibération citoyenne. Je pense que c'est aussi important d'appréhender, et donc je pense que nos deux présentations avec Nino sont pertinentes dans ce contexte-ci de la discussion de ce soir, parce qu'on a eu l'occasion d'avoir des discussions relativement techniques et orientées vers le droit, mais je pense que mettre un peu de sociologie politique dans ces débats-là est aussi pertinent, parce qu'il y a effectivement toutes les règles, les contraintes légales et la façon dont on peut les faire évoluer, mais les acteurs de la démocratie ne sont pas que contraints par ces règles-là. Il y a aussi d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte et ils ont la capacité de faire évoluer ces contraintes. Alors, on peut parler d'énormément d'acteurs autres que les citoyens dans les processus démocratiques et délibératifs et participatifs. Il y a évidemment, comme je l'ai dit, le secteur associatif. Il y a l'administration qui a un rôle essentiel dans ces dispositifs et particulièrement dans leur mise en œuvre et dans leur bon succès à la fin de ces processus. Mais les élus sont vraiment centraux dans tout ça. Quand on parle d'élus, j'utilise un terme très générique, on pourrait parler d'élite, et on parle généralement dans la littérature plutôt d'élite. On désigne énormément d'acteurs très variés et très différents. Donc évidemment, il y a toujours cette question du niveau de pouvoir qui peut être différent, du rapport à la majorité et à l'opposition, le fait d'être présent dans l'exécutif ou dans le législatif, etc., etc. Dans l'ensemble, on les appréhende dans la littérature comme un tout, même s'il y a des grosses différences entre eux et entre elles. Enfin, et puis après je rentrerai plus dans le détail, ces espèces de petits mots, ces petits warnings avant la présentation. La littérature scientifique sur les élites est pas fortement abondante, largement moins que sur les citoyens. Typiquement, on en connaît énormément sur ce que les citoyens pensent de la participation citoyenne, des référendums, des commissions délibératives, etc. On en sait beaucoup moins sur les élus. Et les résultats de la littérature, les résultats qui ont déjà été présentés dans la littérature, sont relativement contrastés, que ce soit entre les contextes nationaux ou régionaux, ou en fonction des méthodes qui ont été employées pour analyser tout ça. Ce sur quoi j'aimerais me concentrer ici maintenant, c'est les motivations qui vont faire en sorte que les élus vont soutenir ou non des dispositifs délibératifs et participatifs, donc que ce soit les assemblées citoyennes, les commissions mixtes ou les référendums. On voit émerger dans la littérature deux grandes catégories d'explications. Ce sont les explications plus normatives ou les motivations plus normatives, et puis les motivations un peu plus instrumentales, un peu plus stratégiques. Je vais commencer par les premières. Ce que j'entends par motivation normative, c'est qu'on constate
que parmi les élus, il y a énormément d'arguments plus idéologiques qui sont mis en faveur pour soutenir ou pour rejeter la participation citoyenne. Alors il y a un peu des cas classiques, on va parler par exemple des élus un peu plus jeunes et un peu plus issus de mouvements de gauche et écologistes qui vont justement davantage soutenir la mise en place de processus délibératifs, tandis que des élus qui ont plus de pouvoir, sont plus au centre du système politique, typiquement, qui sont dans un exécutif, qui sont dans la majorité, qui sont peut-être présents depuis plus longtemps, vont avoir un regard plus critique vis-à-vis de ces outils d'inclusion du citoyen dans les processus démocratiques. Un autre aspect de ces aspects idéologiques, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les élus, il n'y a pas que des questions d'être pour ou contre la participation, il y a aussi finalement, pour interpréter, pour comprendre comment les élus perçoivent la participation citoyenne, il faut se poser la question de comment ils perçoivent leur propre rôle et on se rend compte et leur relation avec le citoyen. On se rend compte que on va avoir des élus qui vont adopter une perspective beaucoup plus élitiste et en mise en distance du citoyen, en disant nous sommes élus, nous avons finalement obtenu la validation de la part des citoyens pour exercer un mandat de 5 ans ou de 6 ans au niveau local, et on sera jugé sur ce qu'on aura fait à la fin de ce mandat. De l'autre côté du spectre, on va retrouver des élus qui vont avoir une démarche et une vision de leur rôle qui est beaucoup plus en co-construction, on pourrait dire, et qui vont avoir cette volonté justement d'inclure le citoyen dans la fabrique de la politique publique. Un autre grand axe de motivation chez les élus vont être les questions plus stratégiques ou instrumentales. Et on se rend compte quand on interroge les élus, donc moi c'est ce que je fais dans le cadre de ma thèse, je passe du temps à leur poser des questions. Finalement, il y a cette idée, même chez des élus qui vont soutenir la participation citoyenne, que ça peut être aussi un bon moyen d'obtenir des votes, d'obtenir un soutien de la part de la population, ou de se faire identifier au sein de la population sur une thématique spécifique, typiquement la participation citoyenne, ou éventuellement dans un rapport de négociation au sein d'un gouvernement, d'une majorité. Ça peut être également un élément qui ressort. Donc il y a vraiment cette idée instrumentale, stratégique, d'aller défendre plus de participation citoyenne parce que l'élu va pouvoir éventuellement considérer en partie que ce sera bénéfique pour lui à la fin. Mais il y a quand même un point qui est essentiel dans tout ça, c'est que quand on présente à la fois les perspectives que les élus ont vis-à-vis de la participation citoyenne et les motivations qu'ils peuvent mettre en œuvre, donc qu'elles soient normatives ou qu'elles soient un peu plus instrumentales, les résultats sont fort contrastés et on n'est pas sur des élus qui sont très en silo et qui seraient très radicalement opposés ou radicalement en faveur. Ça existe, mais c'est plus une minorité, une exception que la norme. La norme, c'est finalement des élus qui considèrent qu'il y a un problème de démocratie, qu'il y a un problème de soutien de la population vis-à-vis de du système démocratique, et donc qui ont envie de régler ce souci, mais qui tiennent également aux prérogatives de l'élection, aux prérogatives de l'élu, et donc considèrent qu'il faut bien inclure les citoyens, mais distinguer le citoyen qui participerait à des processus délibératifs de l'élu qui a finalement obtenu un mandat pour prendre les décisions et pour voter les lois. Et donc je pense que c'est sur ça que je finirai ma courte présentation. C'est sur cette idée que là, ce que je vous ai présenté, c'est finalement où on en est là maintenant, dans un contexte belge particulièrement qui est assez ouvert sur la question de la participation citoyenne et où les élus ont accepté finalement la notion de participation citoyenne. Quand on en discute, c'est assez rare des personnes qui disent oui, non, il ne faudrait pas du tout en faire. Mais par contre, maintenant, je pense que l'étape suivante, en tant que citoyen, en tant qu'association ou que sais-je, c'est se demander comment faire en sorte que les élus non seulement acceptent le concept et l'idée de participation citoyenne, mais y adhèrent vraiment et soient prêts à aller plus loin. Donc typiquement, on parle de la contrainte des résultats des assemblées citoyennes, de la mise en œuvre de référendums ou que sais-je, bref, de dépasser le simple stade de l'outil de politique publique qui permet finalement d'informer l'élu dans sa prise de décision et donc de donner un pouvoir un peu plus décisionnel à la participation citoyenne, quelle que soit sa forme, encore une fois, le référendum, les assemblées citoyennes ou autres. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, on arrive donc à la dernière partie de cette soirée.
On est dans les temps. Merci à tous de veiller aussi à ça. Et on va terminer par un fishbowl, un bocal. Le but est assez simple. On va mettre au centre de la pièce 4 chaises. Et donc, on va vous demander de vous mettre tous en rond autour de ces 4 chaises, qui seront exactement là où est Rémi. Oui, toi, Rémi. Donc, je vous invite à faire un rond là, et donc, tous les bancs, de les mettre sur les côtés, et de faire un cercle autour de ces 4 chaises. J'ai une question qui m'a taraudé dans ce que j'ai appris sur la démocratie. Et chaque fois, mais de quoi est-ce qu'on a peur en donnant Je sais pas de quoi on a peur, mais l'irrationalité. C'est toujours là. Il faut d'abord apprendre à raisonner non seulement ces mots. Je ne dis pas que je suis pour ou contre le Brexit. Vote obligatoire.